Eh bien, le camp de Westerbork, je vais vous expliquer où le camp se situe exactement. Dans les Pays-Bas septentrionaux, près de Groningue. C'est donc appelé, selon le nom du village même de Westerbork, qui était situé à quelques kilomètres du camp. Et donc l'entrée principale est située à 5 kilomètres du village. Et donc ce village a été choisi parce qu'il est sur l'itinéraire ferroviaire vers l'est de l'Europe. Westerbork était situé dans une lande désolée et non peuplée. Donc le camp était isolé. C'est un camp qui a été construit en tant que camp pour des réfugiés juifs d'Allemagne, qui avait fui l'Allemagne nazie. Ce camp a été financé avec de l'argent juif. Maintenant, quand vous y arrivez, c'est devenu une lande boisée, très désolée, avec un climat plutôt rébarbatif. Donc c'était une petite ville juive en quelque sorte. Il y avait une école, il y avait un service postal, il y avait un bureau d'émigration, il y avait une église protestante pour les juifs qui s'étaient convertis au protestantisme. Il y avait également une bibliothèque. Donc, tout ce dont a besoin un petit village. Mais il y avait peu à manger. Et donc, en hiver, quand le vent soufflait, eh bien, le sable de la lande s'infiltrait partout. Au mois de juillet 1942, c'est le SIPO d'SD qui a repris la gestion du camp. Et donc, le camp, en fait, a repris la même structure que les autres camps que le SIPO avait créés aux Pays-Bas, Wust, Amersfoort, Trondheim. Mais Westerbork, dans ce sens, occupe donc une position particulière parce que dans ce camp, on n'a pas torturé, on n'a pas assassiné. Donc les gens n'étaient pas non plus tondus et portaient leurs propres vêtements. Et ceci pour contribuer à l'illusion que c'était une ville où l'espoir était encore permis. Et donc c'était le camp de l'espoir et du désespoir à la fois parce que finalement les gens finissaient par être déportés. On appelait ça un Durchlaglager en allemand. Et donc l'idée était que tous les juifs résidant aux Pays-Bas soient réunis à Westerbork pour être transportés de là vers les camps de la mort. Et donc à partir du mois de juillet 1942 jusqu'au mois de septembre 1944, à peu près 100 000 personnes juives sont passées par ce camp. Le camp était appelé ville juive sur la lande. Elle faisait donc à peu près un carré de 500 mètres sur 500 mètres. Et le camp était composé de petites baraques. C'était donc les baraques à l'origine destinées aux réfugiés juifs. Et donc il y avait des petits logements et il y habitait de véritables familles, des ménages. Quand c'est devenu donc un camp de transit, on a rajouté des grandes baraques, 24, qui pouvaient loger de 200 à 300 personnes. Et à un certain moment, quand il y avait 17 000 personnes qui résidaient dans le camp, il y avait souvent jusqu'à 100 personnes dans une baraque. Il y avait des baraques pour les femmes, des baraques pour les hommes. Et donc, il y avait des baraques pour les célibataires. Et il y avait également une infirmerie, hôpital, avec 70 lits. Il y avait 120 médecins
et 1000 membres du personnel soignant. À un certain moment, c'était même le plus gros hôpital des Pays-Bas. Il y avait également donc une cantine du camp, un grand magasin du camp. On payait avec l'argent propre au camp, qu'on appelait kampgeld. Donc, on échangeait les florins, le véritable argent, contre cet argent. C'était la banque Lippmann Rosenthal. Et donc, c'était la soi-disant banque qui donc encaissait les florins. Il y avait une école gardienne, il y avait une école primaire, il y avait la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Il y avait aussi donc une baraque théâtre avec des représentants. Il y avait aussi des lieux de sport. On pouvait jouer au football, on pouvait jouer aux excès. On pouvait jouer ou pratiquer la boxe. Les femmes pouvaient s'adonner à de l'ouvrage. Et donc, il y avait aussi des baraques disciplinaires à droite tout à fait en haut, où donc on parquait les têtes dures, et donc des gens qui donc avaient été arrêtés alors qu'elles se cachaient. Anne Frank et sa famille ont été enfermés pendant quelque temps. Hier een impressie van het ziekenhuis. Bij mooi weer werden de bedden buiten gezet als de patiënten dat toelieten. Quand cela était permis, il y avait 3 chaises pour les dentistes même, pour les problèmes dentaires. Les dimanches, on organisait des matchs de football, comme vous le voyez. Et par beau temps, on jouait de la musique dehors. Souvent, c'était même des musiciens professionnels provenant de l'orchestre d'Amsterdam. Il en va de même pour les théâtres et les cabarets. Souvent, c'était des acteurs, des actrices professionnelles. Et puis, il y avait même une école. Je dois vous dire aussi que ces photos ont été faites à Breslau. C'est le commandant du camp qui l'a demandé. Et donc, dans quelle mesure est-ce que cela reflète la réalité? Je ne me prononce pas. Mais en tout cas, cela suscite l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées au sein des camps. Et puis, il y avait du travail, il y avait beaucoup de travail même. Il y avait une forge, une charpenterie, un atelier technique, un atelier de construction. Il y avait un département électronique, un service téléphonique, des ateliers de couture, des ateliers de menuiserie. Il y avait un garage. À un moment donné, le camp était même un camp dit industriel où l'on démolissait des avions abattus, des avions écrasés. C'était une idée du commandant du camp qui voulait montrer que c'était un camp utile, même pour l'industrie de guerre. Et cela lui permettait de ne pas devoir changer de poste. Il ne devait ainsi pas aller au front de l'Est. C'est en tout cas ce que l'on suggère. Ici à gauche, vous voyez le train qui passait par le terrain du camp. Les baraquements sont le long du chemin de fer sont les baraquements industriels. Et puis il y avait les postes pour les gendarmes qui assuraient la sécurité. Il y avait aussi un service extérieur. Là, c'était pour aller travailler sur les champs, pour aider les fermiers des environs. Vous voyez les photos aussi de nouveau, on dirait des colonies juives en Palestine. C'est un aspect quand même qui a trait à une certaine propagande, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a même les postes néerlandaises qui avaient un département. Il y avait des milliers de lettres qui passaient par là
au quotidien. Donc énormément de correspondance a été gardée. Je pense que la semaine passée, une thèse a encore été écrite quant à comment l'on correspondait, comment l'on écrivait à l'époque. Alors au sein du camp, l'ordre était assuré par des hommes juifs. Ce sont les OD, les services d'ordre. C'est un service qui faisait office de pompiers, de sapeurs-pompiers, et puis par la suite, ils accompagnaient également les transports. Et ils encadraient les gens lorsqu'ils devaient se rendre au train. Et ils portaient les bagages pour les nouveaux arrivants. Et à l'arrivée aussi, ils devaient aider les gens à descendre. La garde extérieure était aux mains des SS, a été repris par la suite par la gendarmerie néerlandaise et puis à la fin par le bataillon de police d'Amsterdam. C'était tous en quelque sorte des SS néerlandais. Dans un rayon de 5 km autour du camp, il y avait la garde qui était assurée par la Groene Polizei, la police verte. Les services d'ordre se composaient d'hommes juifs allemands. Le camp avait repris cette structure lorsqu'il était encore un camp de réfugiés et qu'il y avait énormément de réfugiés allemands. Ces Allemands avaient tous ces petits boulots et pouvaient continuer à le faire même lorsque le camp évoluait. Cela suscitait pas mal de friction entre les juifs néerlandais et les juifs allemands parce que dès qu'on avait du boulot, il y avait moins de chances de se voir mis sur un train. Et ça, évidemment, ça ne plaisait pas toujours du côté néerlandais. Le commandant du camp, Gammeker, était très fier. Il était fier d'en avoir fait un camp modèle et il a demandé à Breslauer de faire un film de son camp. Comme on vient de le voir dans la présentation précédente, il a fait une espèce de film pour la propagande. Bon, le film n'a jamais été monté, n'a jamais pu être visionné, mais on a retrouvé des parties du film. C'est en fait une documentation très intéressante qui nous montre comment les choses évoluaient dans le camp. Ici, on voit Breslauer qui est en train de filmer. Ici, que voit-on sur la diapo? La vie au camp. Breslauer était en fait le photographe du camp, attitré. Il aimait les photos, la photographie. Et donc, il a pris énormément de clichés. On a aussi des photos de quand ils étaient en train de faire la fête, mais Breslauer n'a pas survécu au camp. Il a été déporté à Auschwitz avec sa famille, il y a été assassiné. Bon, c'était un véritable village en quelque sorte, et donc il y a eu 250 mariages, la naissance de 211 enfants, 752 personnes ont décédé dans le camp pour cause de vieillesse, de maladie et de suicide même. Les gens étaient enterrés à Assen et puis par la suite ils étaient incinérés à Westerbork. Au final, il y a eu 100 657 personnes qui ont été déportées en provenance de Westerbork. Ce n'était pas un camp unique et ce camp faisait en fait partie de toute l'approche visant à éliminer les Juifs des Pays-Bas. Et donc, les Juifs se sont déjà, avant d'arriver à Westerbork, retrouvés dans d'autres camps de rassemblement par exemple. Je peux vous donner quelques exemples.
Bon, évidemment, ça a commencé avec les mesures anti-juives. Tout de suite après la guerre, les Juifs ont été licenciés, ils ne pouvaient plus travailler pour la presse, exclus de l'armée de l'air. Ils ne pouvaient plus travailler dans les services publics. Après, ils ont dû s'enregistrer. Ils n'avaient plus accès aux bâtiments publics. Le Conseil juif a été instauré. Les Juifs chômeurs devaient travailler dans des camps, devaient aussi porter l'étoile jaune, ne pouvaient pas prendre les transports en commun et étaient obligés d'évacuer, de quitter Amsterdam. Cela s'est fait graduellement. La plupart des Juifs habitaient en Hollande du Nord et du Sud, plus particulièrement dans les grandes villes. À Amsterdam, 60% des Juifs. À La Haye, 10% et à Rotterdam, 8%. Il s'agit grosso modo de 140 000 Juifs aux Pays-Bas. À un moment donné, les Juifs ne pouvaient plus habiter en province et ont été évacués de force. Ils ont été ramenés à Amsterdam. Ici, vous avez une carte réalisée par l'occupant pour voir où vivaient la plupart des Juifs à Amsterdam. Et en fait, il y a 3 zones. Là où les zones foncées, c'est là où il y a le plus de Juifs, où il y a une grande concentration de familles juives. Il y a d'abord le centre d'Amsterdam, il y a l'est, et puis le sud. Les Juifs provenant du reste des Pays-Bas se retrouvaient donc à Amsterdam, dans ces 3 zones. Et là, il était facile, où l'occupant pouvait facilement retrouver les gens et les transporter. Avant de mettre les gens sur le train, ils passaient par le théâtre néerlandais. C'était un bâtiment dans le quartier où il y avait beaucoup de Juifs, où il y avait énormément de facilités d'accès, des trams, et donc c'est un bâtiment idéal, fermé, permettant d'emprisonner beaucoup de gens. En moyenne, nous avions ici un séjour de 5 jours, parfois quelques heures, parfois quelques semaines avant que les gens ne soient transportés à la gare centrale par tram, par taxi ou par camion. À partir de la gare, ils étaient déportés, ils passaient à Westerbork ou à Vught, un autre camp. Ici, vous avez une photo de la cour intérieure, c'était en été. On pouvait encore être dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont évadés d'ailleurs par la porte que vous voyez ici. Et puis c'est pour ça qu'on a après interdit l'accès à la cour intérieure. Dans ce théâtre néerlandais, il y a eu le passage d'à peu près 50 000 personnes. Tous les Juifs ne passaient pas par Westerbork. Il y avait également une liaison directe où nous trouvions plutôt les Juifs privilégiés et qui bénéficiaient d'un autre traitement. Transport direct à partir d'Amsterdam. Donc, le premier camp était le camp Schoorl. On y trouvait des hommes juifs qui, en 1941, ont été les victimes des premières rafles. Il y a eu plusieurs groupes. Après leur passage à Schoorl, ils ont été déportés à Buchenwald et puis à Mauthausen.
Parfois, ils allaient directement à Mauthausen. Peu ont survécu le camp. Mauthausen, en ce sens, avait un effet dissuasif. On voulait éviter que les Juifs ne se révoltent parce que... Et on utilisait Mauthausen à cet effet. Alors, il y a le camp Amersfoort, où il y avait on retrouvait surtout des Juifs qui ne respectaient pas les mesures anti-juives, qui ne portaient par exemple pas d'étoiles, qui ne s'étaient pas fait enregistrer, etc. Et ils se sont retrouvés directement dans ce camp, ou à Westerbork, et puis par la suite, ils transitaient vers d'autres camps. Très difficile de dire le nombre exact de personnes que l'on retrouvait dans ce camp, entre 800 000 et 900 000 personnes, on ne sait pas en fait, c'est difficile à dire. Kamp Amersfoort is een tijdje gesloten geweest. Dat werd overgenomen door Kamp Vught. Après la fermeture du camp Vught Amersfoort, le camp Vught a vu le jour. C'était aussi un camp où les gens travaillaient dans le secteur industriel. Les gens qui y travaillaient pensaient vraiment qu'ils y travaillaient, qu'ils travaillaient pour Philips par exemple, et qu'ils seraient sauvés. C'était également une illusion évidemment. À partir de Westerbork, il y a eu deux transports directs vers Auschwitz. Et les autres transports sont passés par Desselborg. Et il y a eu aussi le transport de plus de 1000 enfants, qui est tristement célèbre. Un autre phénomène visant à isoler les hommes juifs et à les concentrer était les camps de travail. On en a déjà parlé. À un moment donné, on a pris aux Pays-Bas des mesures qui visaient ces personnes, qui concernaient tous les hommes juifs. Tous ces hommes juifs étaient licenciés et ils devaient travailler dans des camps juifs. Entre 40 et 50 de ces camps existaient aux Pays-Bas, notamment dans les provinces de l'Est. C'était des camps de taille relativement réduite, à peu près 200 personnes y travaillaient. Et à l'origine, le régime était relativement bienveillant, même si les choses se sont corsées par la suite. Tous les ordres, par exemple, étaient donnés en allemand à la fin, et puis on a dû évacuer tous les camps avec les grandes rafles de 42. Sous le couvert de regroupement familial, ils se retrouvaient à Westerbork. À un moment donné, il y avait plus de 16 000 personnes en même temps. C'était un chaos total. Puis à Barneveld également, au milieu des Pays-Bas, il y avait un château et là se trouvaient les Juifs privilégiés qui avaient rendu service à la culture néerlandaise, donc énormément de musiciens, d'artistes, de scientifiques, quelques 800 à 900 personnes qui ont eu quand même beaucoup de chance, mais évidemment tout cela n'était qu'illusion. Cela s'est avéré par la suite. En 1943, le château a été évacué. Les gens sont retrouvés à Westerbork. Et puis ont été déportés. Même si la plupart de ces gens privilégiés ont survécu. Ensuite, il y a eu une situation exceptionnelle, la Villa Bushina, à l'est, où l'on trouvait les juifs dits NSB, ceux qui faisaient partie du mouvement socialiste national des Pays-Bas. Ils étaient protégés au début en tout cas,
par Mussert. Bon, il s'agissait de 9 personnes, donc c'était très peu de personnes, mais finalement ils ont tous été déportés également. Autre camp, c'était l'Institut psychiatrique d'Apeldoorn, où on trouvait des patients psychiatriques. Au départ, on les laissait de côté, mais ça n'a pas duré longtemps. Et à partir de cet institut, 800 à 900 personnes ont été déportées directement vers Auschwitz. 1 ou 2 personnes ont survécu. Goed, hoe het ook liep of hoe het ook ging, uiteindelijk kwam men wel in Westerbork terecht, op een paar uitzonderingen daar. En het kamp, het vluchtelingenkamp, hier zie je die structuur goed in die lichtgroene kleur en de uitbreiding in de paarse kleur. Les extensions par la suite sont figurées ici en couleur mauve. Donc tout ce qu'on avait à faire, c'était donc tendre des fils barbelés, creuser un fossé et placer les miradors. Et le camp de réfugiés était devenu un camp de concentration ou de transit. À l'origine, le train s'arrêtait à Outalen. Il fallait donc que les gens marchent pendant 5 kilomètres jusqu'à la petite gare. Au début, on transportait les gens dans des voitures de chemin de fer, mais plus tard, on a donc recouru aux fameux wagons à bestiaux. Et donc, le train s'arrêtait au beau milieu du camp, ce qui facilitait les choses. Quand on arrivait, on était d'abord enregistré dans la baraque d'enregistrement. Il fallait donc abandonner ses effets, donc changer l'argent. On pouvait conserver 250 florins, tout le reste était converti. Et donc les gens apprenaient aussi le numéro de leur baraque où ils étaient censés résider. Il y a des gens qui ne sont restés que quelques heures, d'autres ont passé quelques jours, d'autres quelques semaines, et certains une période plus longue. Avoir un travail à effectuer était un peu une assurance de ne pas être déporté tout de suite. Et donc c'était Gemmeker qui était responsable des déportations. Lahaye lui donnait les ordres ou transmettait les ordres que Lahaye recevait directement de Berlin. Tout dépendait de la capacité des chambres à gaz et des possibilités de transport par chemin de fer. Et donc, Gemmeker passait avec la liste et le service d'ordre avertissait les gens la veille ou le jour même de leur transport. Vous voyez ici une opération de chargement, d'embarquement. Les gens qui portent les brassards blancs, ce sont les membres du service d'ordre. Ce sont d'ailleurs des prises de vue du film de Breslauer, Westerbork film. Et donc, en fin de compte, en 93 jours, il y a eu donc 93 jours, il y a eu des transports, non pas 93 transports, parfois c'était des transports composites. Il y avait un transport dont on fait aussi partie les Cynthia, les Romanichel, les Roms. Et puis il y avait une partie d'un transport qui était destiné à Bergen-Belsen. Et donc il y a eu 104 transports en tout, dont 65 pour Auschwitz, 19 à Sobibor, 8 à Bergen-Belsen, 6 pour Theresienstadt, 2 pour Buchenwald, 2 pour Ravensbrück,
Un pour Vittel et un pour Liebenau. Et aussi quelques transports qui ont été dirigés sur des camps inconnus. Est-ce que j'ai le temps de parler de souvenirs? Je crois que là, alors il vaut mieux que je m'arrête là, parce que ça prend au moins 10 minutes. Mais quand même, pour vous voir ce qui est important pour l'image qu'a laissé le camp de Westerbork. Voilà cette photo célèbre. C'est un instantané du film de Breslauer. C'est une prise de vue qui dure 9 secondes. On voit la figure de la petite fille entre les portes coulissantes. Pendant des années, on a cru que c'était une petite fille juive. Et en fin de compte, c'est un journaliste de Haag Courant, et il semble que c'est donc petite fille Sinti, donc une petite fille de Romain Michel. Il y a eu 250 Sinti qui ont été incarcérés à Westerbork pendant quelques jours, mais pour eux c'était également donc un lieu du souvenir. Et donc la recherche qui donc est à la base de cette photo a fait que le camp est devenu un lieu de souvenir de leurs victimes aux Pays-Bas. Merci.